Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux, je suis ravie de vous retrouver. Depuis l'apparition du Covid-19, la pratique de la téléconsultation s'est accélérée en France. On va décortiquer ensemble avec tous nos invités les contours de ce nouveau mode de consultation et ses limites aussi. Et puis côté emploi, vous le savez, cette année on s'engage à vous accompagner sur le marché du travail. Et parmi les secteurs qui recrutent, il y a les groupes agroalimentaires. Salut Evan, c'est le géant Lactalis qui t'a ouvert ses portes ce matin. Exactement, Infanté. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu la belle tenue que je ramène tout droit de la Fashion Week de la semaine dernière. Elle est très connotée cette tenue. Elle est belle, hein. N'est-ce pas? Alors le bruit que vous entendez derrière moi ce matin, eh bien, ce sont les lignes de production de la société laitière de Vitré, dont chaque jour sortent plus de 1 million de bouteilles de lait, comme on peut voir juste ici. Autant vous dire qu'il faut du monde pour faire tourner la machine, et c'est justement notre sujet du jour, puisqu'on parle emploi à Vitré. Et je vous propose de faire la connaissance avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce site de production de Lactalis. Il y en a 6 en France qui font uniquement des bouteilles de lait, comme on voit là. Expliquez-nous un petit peu la collecte. Il y a 1 million de bouteilles de lait. Ça représente combien d'éleveurs? Oui, alors nous avons la chance d'être dans le premier bassin laitier européen. Et donc nous avons une collecte de lait qui est importante. Nous collectons près d'1 million de litres de lait par jour. Et tout ça s'est permis donc par la collecte de lait chez 640 producteurs et qui sont simplement à 50 km autour de l'usine. Alors, comment est-ce que vous vous organisez? Je sais qu'ici, l'usine travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment est-ce qu'on s'organise pour produire autant de bouteilles de lait? Eh bien, écoutez, nous avons 430 salariés qui travaillent ici et qui nous permettent en fait de tourner 7 jours sur 7 avec 10 lignes de conditionnement. Et ce qui nous permet de moduler notre activité tous les jours entre 500 000 litres de lait et 1 500 000 litres de lait. Bon, alors là, on voit des petites bouteilles bleues, mais des fois, il y a des bouteilles vertes, il y en a des plus grosses, des plus petites, il y a aussi des briques. Alors aujourd'hui, donc, sur le site, on est capable de fabriquer tous les formats. On est capable de fabriquer des bouteilles sur tous les formats, 50 centilitres, 25 centilitres, 1 litre, et aussi le format brique. Et nous avons 10 lignes de conditionnement pour nous permettre de faire tous ces volumes. Bon, alors justement, on va aller voir un petit peu le parcours du lait avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Nicolas, on se retrouve tout à l'heure. Oui. Gaël, vous travaillez ici depuis plusieurs années sur le site de Lactalis. Oui. Expliquez-nous le parcours du lait quand il arrive, une fois qu'il a été collecté dans les fermes partenaires. Eh ben, il va être pasteurisé au service pasteurisation. Ensuite, on va nous le stériliser et on va le conditionner dans une salle blanche. Ah, c'est là la salle blanche. Donc c'est une salle qui est plus propre qu'un bloc opératoire. Et ensuite, on va habiller la bouteille donc avec les bouchons, les étiquettes, et on va l'empacter. Et ça va aller ensuite au service stockage, au magasin. Donc en fait, cette zone-là, le lait, on ne le voit jamais, il est tout le temps dans des tuyaux, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. C'est ça. Il va tout de suite dans la bouteille au niveau de la remplisseuse. Et la bouteille est aussitôt fermée hermétiquement. Bon Gaël, on vous retrouve tout à l'heure, vous allez nous présenter plus en détail votre métier. Et puis j'ai demandé à Nicolas de nous rejoindre. Nicolas, le directeur qui ne m'entend pas parce qu'il fait très bruyant ici. Nicolas, venez. Brièvement, quel type de poste est-ce que vous recrutez ici à la Vitré et combien? Donc on recrute en fait sur tous les métiers de notre société, que ce soit sur les métiers de la production ou de la maintenance. Donc quand je parle de production, je parle vraiment des métiers de la collecte, de la réception et de la préparation du lait, mais aussi tout ce qui va être conditionnement, comme on le voit ici au niveau des bouteilles. On a aussi un atelier extrusion où on fabrique nous-mêmes nos bouteilles. On a un entrepôt qui s'occupe de toute la logistique et donc de l'expédition des produits. Et autour de ça, nous avons des métiers support comme la maintenance et le service qualité. Et bien justement, ce sont des métiers que l'on va vous présenter tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Et aussi une machine hyper cool qui met les bouteilles en pack de 6. J'avais jamais vu ça, vous allez voir, c'est super fun. Allez, à tout à l'heure, Evan. Je vous le disais, dans notre dossier du jour, on s'intéresse aujourd'hui à la téléconsultation, pratique qui s'est imposée avec la crise sanitaire que nous traversons, comme on va le voir en images. T'as déjà fait une téléconsultation, toi? Et pas qu'une fois, c'est trop pratique, surtout par les temps qui courent. Avec la crise sanitaire, la télémédecine connaît un engouement exceptionnel. Le nombre de téléconsultations médicales a été multiplié par 10 à 15 entre février et juin dernier. Le record a été atteint début avril pendant le confinement, avec plus d'1 million de téléconsultations en 6 jours.
Et les patients accros à la téléconsultation sont loin d'être des jeunes geeks. Sur la principale plateforme de télémédecine française, plus d'un quart ont plus de 55 ans. Car, rappelons-le, la téléconsultation, valable avec n'importe quel médecin, est remboursée de la même façon qu'une consultation normale. Et depuis la crise sanitaire, on peut même consulter certains spécialistes et être remboursé hors parcours de soins, c'est-à-dire sans passer d'abord par son médecin traitant. La téléconsultation, ça a bien des avantages. Pour éviter de possibles contaminations, en cas d'urgence, pour gagner du temps, ou bien lorsqu'on se trouve dans un désert médical. Bref, la télémédecine, ça ne remplace pas le présentiel, mais ça rend bien service. Et pour en parler ce matin, Gérard Le Goff, vous faites partie de France Asso Santé, association qui porte la voix des usagers. Daniel Pincollet, vous êtes médecin urgentiste, élu à l'Union des médecins libéraux de Bretagne. Bonjour. Olivier Chal, vous êtes réalisateur. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre film Nuit blanche, immersion au sein des urgences pédiatriques du CHU de Rennes. Et enfin, Julien Robinet, on fera avec vous le point sur le don de sang. Merci à tous d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, une première question sur la téléconsultation. On a souvent tendance à confondre télémédecine et téléconsultation. Quelle est la différence, Dr Pincollet ? L'une est inclue dans l'autre, c'est-à-dire que la téléconsultation n'est qu'un des éléments constitutifs de la télémédecine. La télémédecine comprend la téléexpertise, elle comprend aussi tous les outils numériques qui viennent au service depuis maintenant de nombreuses années de l'exercice de la médecine, depuis le transfert d'images jusqu'à l'expertise, l'irruption de l'intelligence artificielle. Donc c'est beaucoup plus large. Plein de chapitres. La téléconsultation, c'est vraiment, et les gens, votre présentation l'a parfaitement explicité, c'est un temps de consultation en ligne. Alors on l'a vu, la téléconsultation a vu sa popularité exploser depuis la crise du Covid-19. C'est une tendance qui se concrétise 8 mois après, Gérard Le Goff ? Alors il y a eu, c'est sûr, un pic, où le pic des téléconsultations coïncide avec la période de confinement. On assiste à un tassement à l'heure actuelle, mais c'est même dans plusieurs pays européens. Que sera demain, on ne sait pas. Il est sûr que la téléconsultation prend un petit peu ses lettres de noblesse. Parce que c'était 3000, il y avait eu 3000 consultations à peu près avant le confinement. On est monté jusqu'à 450 000, c'est ça, pendant le confinement. Et ça a un petit peu baissé depuis. Ça se tasse un petit peu. Oui. Et ça aura au moins eu le mérite de démocratiser la téléconsultation. Vous partagez l'avis de Gérard Le Goff Oui, alors effectivement, la situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, et ça correspondait bien aux différents motifs et aux différents critères d'utilité d'une téléconsultation, puisque d'abord il y a les distanciations dans la consultation, et comme il a fallu s'organiser très très vite au mois de mars pour essayer de séparer les flux des patients éventuellement porteurs du Covid de tous les autres patients qu'il fallait continuer à voir. La téléconsultation a permis de réaliser cet isolement relatif tout en gardant un contact avec les patients. Alors d'ailleurs, à noter que la téléconsultation est remboursée à 100% par l'assurance maladie jusqu'au 31 décembre 2020. Il y a des discussions qui sont en cours pour d'ailleurs le prolonger jusqu'à fin 2022. Jusqu'ici, quels étaient les freins psychologiques des patients par rapport à la téléconsultation, Gérard Le Goff ? Alors, je pense que c'était pas rentré un petit peu dans le droit commun. Parce que ça existait depuis longtemps, d'ailleurs. Oui, fin 2018, le 15 septembre 2018, ça a démarré, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Oui. Je pense que les gens avaient un petit peu une réticence. Est-ce que tous les outils marchaient bien ? On a peut-être eu aussi le tort de présenter ça comme une solution à la désertification médicale, parce que nous opposons fortement à cette affirmation-là. C'est un des moyens, comme le docteur Pincollet en a donné d'autres, donc il y a plusieurs moyens qui viennent à l'heure actuelle, et c'en est un. Docteur Pincollet, est-ce qu'il y avait aussi des réticences chez les médecins au début Réticence, je ne sais pas. Un défaut d'usage, c'est clair. Un sous-équipement, si on estime que cet équipement doit faire partie de la panoplie des outils à disposition d'un praticien clinicien.
Alors, c'est vrai, 2018, hein, c'est récent. La pénétration, il faut que des prestataires commerciaux fassent des propositions de mise en œuvre. Il y en a sur le marché, quelques-uns, pas tant que cela, 3 ou 4 qui dominent un peu le marché. Une petite réticence au changement, d'une façon générale, qui concerne toutes les professions. Et puis, pas vraiment un besoin. Ressenti en tout cas par les professionnels de santé. Je rejoins tout à fait M. Le Goff sur le fait que ce n'est pas un remède au désert médical. La téléconsultation ne remplace pas la consultation. Il faut la vivre comme un appoint, quelque chose qui à un moment donné, dans des circonstances particulières, peut venir remplacer ou compléter un temps de consultation. C'est pour ça que nous nous sommes très attachés au fait qu'une téléconsultation ne puisse pas intervenir comme ça de novo, sauf circonstances très particulières, comme on en vit. Et justement, dans quel cas et quel type de médecin on peut consulter à distance ? Il n'y a pas de limite théorique, en tout cas, à ce principe. Nous sommes plutôt attachés au fait que ce soit un lien complémentaire avec un praticien qui a déjà eu l'occasion d'entrer en contact avec le patient. C'est-à-dire, ça peut être un ajustement de traitement, ça peut être un avis complémentaire, une explication qui n'a pas été donnée lors d'un premier contact. Enfin, il y a de multiples motifs, mais ce qu'on ne voudrait pas voir arriver, parce qu'on pense qu'on perdrait beaucoup en qualité dans la relation médecin-malade, c'est des structures qui feraient que de la téléconsultation et qui n'auraient pas dans le même temps un contact physique avec leurs patients. Et justement, quels sont les points de vigilance à souligner, selon vous, Gérard Le Goff, concernant la pratique de la téléconsultation ? Alors, vous avez visé tout à l'heure les spécialistes. Autant, c'est vrai que la désertification médicale, la téléconsultation ne sera pas une réponse, mais pour les spécialistes, il n'y aura pas un ophtalmologiste dans tous les petits villages. Donc, certains spécialistes, des diabétologues, cardiologues, je pense que là, la téléconsultation a toute sa place. Donc, les points de vigilance, il faudra que les patients soient bien informés sur leurs droits, un consentement éclairé. On ne fait pas une téléconsultation sans qu'il y ait eu des explications bien claires fournies aux patients. Bien se rappeler qu'il faut être accompagné, qu'on peut être accompagné. Donc, et puis, c'est, comme l'a dit le docteur Pancolet, la relation en présentiel, le contact avec son médecin doit quand même rester la règle. Et justement, docteur Pancolet, qu'est-ce que ça change dans votre manière de faire en tant que médecin quand vous passez à la téléconsultation ? C'est pas la même façon de pratiquer le soin. Ça change tout. Je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Le Goff. Vous parlez des médecins spécialistes. Effectivement, la densité médicale n'est pas la même pour les généralistes et les spécialistes, c'est tout naturel. Mais plus on s'adresse à un médecin spécialiste, souvent plus on a besoin de supports techniques qui, bien sûr, ne peuvent pas participer à une téléconsultation. Donc on connaît à l'inverse un peu cette limite. Vous citiez un ophtalmologiste. Je dirais, débarrassé ou qui n'a que sa voix et son interrogatoire pour guider le patient est très vite limité. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en consultation chez l'ophtalmo, mais ils ont quand même des supports techniques extrêmement importants. Et cela se retrouve pour les cardiologues, les pneumos et ainsi de suite, tous les praticiens. Donc on voit bien qu'on a, aujourd'hui, on n'a pas encore la cabine téléphonique magique dont certains parlent, où on rentrerait et tout serait fait. Donc ça, c'est la première limite. Pour votre question... Qu'est-ce que ça change dans votre manière de faire Écoutez, moi j'ai fait médecine parce que j'aimais rencontrer les patients. Et je n'ai pas envie de les rencontrer, a priori, à travers un écran. Il y a le toucher. Le toucher en médecine est quelque chose de fondamental pour l'examen. Pour le contact avec le patient, c'est quelque chose de physique, une relation médecin-patient aussi. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est un complément, quelque chose qui peut intervenir dans le parcours de soins, qui a son utilité. Mais qui ne deviendra pas la norme. On ne le souhaite pas, en tout cas. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. J'ai la chance d'être sûr que je ne le vivrai pas parce que c'est des mutations, si elles devaient se produire, qui demanderaient des décennies. Et qui... Petite question à Julien Robinet. Est-ce que vous avez déjà pratiqué la téléconsultation ? Vous avez été amené... Personnellement, non. Olivier Schall ?
Non, j'ai pas eu besoin pour l'instant. Alors j'ai la chance de vivre avec un médecin, donc ça aide un petit peu. D'accord. Et si vous deviez... Est-ce que ce discours-là vous rassure aujourd'hui sur la téléconsultation, si vous êtes amené un jour à le faire? Bah oui, absolument. Après, effectivement, ça change, mais c'est vrai que l'important, c'est d'avoir accès à un professionnel de santé. D'accord. Et une dernière chose, vous disiez en préparant cette interview que ce qui va aussi faciliter la pratique de la consultation, c'est d'avoir à disposition un dossier médical partagé. Ça, c'est capital dans le parcours. Oui, nous, si on prend par exemple des téléconsultations qui ne soient pas tout à fait dans le parcours de santé, on a un aléa de santé à un moment. Donc le médecin qui va nous prendre en charge ignore tout de notre passé médical. Et d'ailleurs, ce sont les recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui préconisent que les téléconsultations soient intégrées dans le dossier médical partagé. Et ça permettra les échanges entre les professionnels de santé. Merci beaucoup. Alors, sachez qu'une enquête vient d'être lancée, portée par France Assos Santé, l'URPS, la CPM et l'ARS notamment. Que vous soyez professionnel ou usager, venez témoigner de votre expérience. Enquête à retrouver sur vos sites internet respectifs dont l'adresse s'affiche à l'écran. Merci en tout cas pour tous vos conseils et éclairages sur la téléconsultation. On va continuer à parler santé dans quelques instants, mais on marque une pause pour aller retrouver Evan qui est aujourd'hui chez Lactalis. Et oui, il y a plus d'1 million de bouteilles, j'essaye de les compter, mais ça va tellement vite que je n'y arrive pas. Alors justement, on vous disait tout à l'heure que Lactalis recrute de nombreux postes ici à Vitré. Des postes similaires à celui de Gwenaëlle. Salut Gwenaëlle. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier? Alors moi je suis pilote d'installation. Cela fait 3 ans du coup que je suis dans l'entreprise. Et du coup, la fonction consiste en fait, la machine, elle emballe les bouteilles par le moyen de cette machine. Donc elle emballe les bouteilles par 6. Alors on va aller s'approcher parce que c'est la fameuse machine hyper fun qui est en train de faire les packs de lait tels qu'on les connaît. Alors je te laisse continuer à nous expliquer. Alors du coup, elle emballe les packs avec ce film. Nous avons après du coup le contrôle à faire sur ces packs. Ah, alors un contrôle qualité, ça fait partie de ton métier en finalité de la chaîne. Alors on a ici un pack de lait, qu'est-ce que tu fais comme action? Alors du coup on vérifie qu'il n'y a pas des gros trous sur ce pack, parce que du coup il est déjà pré-découpé. S'il y a des trop gros trous, il casserait. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? En fait, ce qui me plaît dans ce métier, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs tâches différentes. On n'est pas forcément toujours au même poste. C'est ça qui est intéressant. Et tu as fait quoi comme formation? Alors moi, j'ai fait une formation Bac Pro Industrie en 2 ans. Et du coup, après, j'ai pu accéder à ce poste-là dans l'entreprise. Et tu venais du bassin de Vitré à la base. Et qu'est-ce que tu dirais pour donner envie aux gens qui ne vivent pas à Vitré et qui sont en recherche d'emploi de venir ici? Venez avec nous parce que du coup, c'est intéressant. On peut changer de poste et l'évolution est quand même assez intéressante. Moi, en 3 ans, j'ai fait 3 postes différents. Ah oui, c'est clair. Bon merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné. Je te laisse continuer parce qu'il y a pas mal de bouteilles. Oui, c'est ça. Si tu arrives à compter, tu me dis combien tu en as compté. Très bien, merci. Merci. Alors on va retrouver Gaël qui est également... Bonjour Gaël. C'est un collègue de Gwenaëlle, mais toi tu es formateur. Alors explique-nous quelle est cette spécificité. Donc je suis formateur en sécurité incendie. Donc je forme mes collègues à la manipulation des extincteurs. Et je participe à la prévention dans l'usine au niveau des risques d'incendie. Alors justement, quand on arrive chez Lactalis, il y a une grosse partie de formation interne. On va se mettre comme ça. De formation interne, explique-nous comment ça se passe l'arrivée d'un nouvel arrivant. Le nouvel embauché va être en binôme pendant 4 à 6 semaines afin de pouvoir voir tous les cas de figure qu'il pourra trouver sur la ligne de production avant d'être lâché en solo. Alors on arrive quand même à avoir une vie avec ses collègues quand on est chacun à ses postes comme ça? Pardon? On arrive quand même à avoir une vie avec ses collègues quand on est chacun à des postes comme ça? Oui. C'est convivial? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier? Pardon? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Moi, j'aime bien l'esprit d'équipe. J'aime bien la variété du travail. On peut avoir une journée différente tous les jours. On peut avoir des moments de bonne humeur avec nos collègues aussi. Voilà. Bon c'est super en tout cas, voilà des postes comme cela. Lactalis à Vitré en recherche plus d'une 30aine, donc n'hésitez pas à postuler directement sur leur site ou en venant ici à Vitré déposer votre CV.
Moi j'ai une question, comment ça se passe quand la ligne elle est en panne? Eh ben, quand on est en panne, on appelle le service maintenance. Le service maintenance que l'on retrouvera dans un petit quart d'heure, qui va aussi nous présenter son métier, puisque figurez-vous qu'on recherche ici également des mécaniciens. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. On revient à notre thématique du jour. On parlait téléconsultation il y a quelques instants. On vous propose maintenant de vous plonger dans le quotidien de 5 femmes urgentistes à l'hôpital Sud de Rennes. Quotidien que vous avez suivi. Olivier Schall, votre documentaire Nuit Blanche sera diffusé sur France 3 Bretagne le 19 octobre. On regarde un extrait et puis on vous retrouve tout de suite après. Eh ben, la maman, elle sait pas trop décrire, elle est pas claire dans son discours. Elle dit, elle ferme pas les yeux. C'est le SAMU qui a envoyé une ambulance. Je crois qu'ils n'arrivaient pas tellement à faire le tri, en fait. Allez, hop. Je te laisse appeler l'ARIA. Je vais faire mon dossier après, Léane. Je t'appelle l'ARIA. Il était mis où, le bébé? Ok, c'est elle là. Ce qui est peut-être difficile à saisir quand on n'est pas dans l'ambiance de garde, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose d'extrêmement stimulant. C'est-à-dire que cette gestion du stress, du flux de patients, de cet inconnu qui peut arriver à tout instant, on n'a aucune maîtrise sur le moment à venir. Elle geint comme ça depuis le début. Non, c'est ça, je l'ai vu depuis le début. Je ne mettrai pas le mot addiction parce que je ne crois pas que c'est de cet ordre-là, mais en tout cas qui est extrêmement stimulant, psychostimulant, stimulant humainement, et que ça donne envie de revenir. Voilà pour cet extrait de Nuit Blanche, votre documentaire Olivier Schall. Alors on vient d'entendre Tiffaine qui parle du stress permanent, cette plongée dans l'inconnu. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous aussi, ce stress-là, pendant ce tournage ? Oui, c'est le stress, effectivement, il est présent. Néanmoins, il ne faut pas imaginer, comme dans certains films qu'on peut voir, que ça court dans les couloirs dès le moindre malade. Moi, ce que j'ai constaté surtout, c'est que chacun agit en fonction de ce qu'il sait faire, et c'est très, très, très bien réglé, très bien organisé. Il n'y a pas de panique, on va dire, comme on peut voir dans certains films. Où, pas de cris. Pas de cris, non. Pas de gyrophares dans tous les sens et de brancards dans tous les couloirs. Chacun sait ce qu'il a à faire, les médecins, les infirmières. Alors, vous avez essentiellement tourné la nuit. C'est une ambiance très particulière. On a l'impression de rentrer comme dans une famille, dans un foyer. C'était voulu ? Oui, c'est exactement ça, parce que effectivement, la nuit, l'ambiance, c'est pas la même que le jour, bien entendu. Et ça fait des années qu'elles travaillent toutes ensemble, que ce soit médecin ou infirmière, et il y a une vraie complicité en fait. Et puis la nuit, la parole se libère aussi plus facilement. Les gens qui viennent, les patients qui viennent en urgence la nuit, c'est souvent des cas un peu compliqués, parce que personne n'aime se réveiller la nuit pour juste une migraine. Donc c'est vraiment passer une certaine heure. Je crois qu'en général, c'est aux alentours minuit, 1h du matin. Il y a un petit peu moins de monde à venir. Par contre, quand il y a quelqu'un qui vient, c'est plus compliqué. Vous vous êtes aussi attaché à revenir sur le parcours de ces femmes, ce qui a suscité leur vocation. Qu'est-ce qui vous marque dans ce qu'elles vous ont dit? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Alors, leur parcours, leur vocation, c'est l'essence même du film, en fait. Moi, je n'ai pas fait un film sur les urgences pédiatriques, j'ai vraiment fait un film sur un groupe de femmes que je connais depuis très longtemps. Comme je disais tout à l'heure, je suis marié à l'une d'entre elles. Voilà, que moi, je l'ai connue, elle est rentrée en médecine quelques semaines après, donc j'ai vraiment connu tout le parcours jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait presque 30 ans maintenant. Et donc moi, ce qui m'a marqué, c'est que dès l'enquête que j'avais fait, même si je les connaissais bien, dès l'enquête que j'avais fait en préalable avant les tournages, toutes, ça vient de très très loin en fait, systématiquement. C'est pas un parcours choisi au hasard en fonction. C'est un souvenir d'enfance. Voilà, tout à fait. Oui. C'est pas une volonté carriériste, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont ancré en elles. Après, ça pouvait être sous différentes formes. C'est le soin pouvait se traduire soit par une formation en fac de médecine, mais ça aurait très bien pu être infirmière. Voilà, c'était pas forcément déterminé pour toutes. Elles ont choisi de faire médecine et comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est une vraie famille aujourd'hui. Oui. Alors ces femmes, elles sont aussi pour la plupart des mères. Soigner des enfants, ça oblige à voir différemment ses propres enfants. C'est ce qu'elle raconte aussi dans ce film. Tout à fait, oui, parce que c'est quand même, ça renvoie toujours à sa propre histoire. Maintenant, elle se protège aussi par rapport à ça, parce que sinon, ça ne serait pas vivable. Moi, j'ai souvenir de ma femme qui rentrait de ses premières gardes et qui, voyant notre enfant, qui à l'époque avait 2 ans, fondre en larmes parce qu'elle avait vu des choses très dures, et le fait de voir le nôtre qui était
qui était lui en pleine forme, ça l'a fait décompenser, ça l'a fait craquer. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Non pas qu'elle se soit blindée ou autre, parce que voilà, ça reste quand même une présence humaine très forte. Mais néanmoins, effectivement, le quotidien rattrape quand même tout ça. Et alors, il est aussi question, évidemment, de l'épuisement physique. Il faut tenir le rythme. L'une d'elles parle d'une espérance de vie de 10 ans pour un médecin urgentiste. Il y a clairement aussi un manque de reconnaissance de ces métiers-là. Oui, clairement, ouais. Clairement. Ça, c'était une découverte du tournage. C'est quelque chose que je ne ressentais pas, moi, parce que moi, j'avais à l'époque qu'un seul regard qui était celui de ma femme, où elle exprime beaucoup de fierté dans son métier, beaucoup de passion, beaucoup enfin comme toutes d'ailleurs, mes 7 même, parce qu'elles sont 7 en fait dans l'histoire, mes 7 femmes médecins, elles ont à aucun moment failli dans leur envie de médecine en fait. Et elles sont toutes aussi passionnées et elles sont toutes fières de ce qu'elles font. Et effectivement, c'était une découverte. Je ne savais pas qu'il y avait ce regard un peu peut-être condescendant d'autres corps de métier médical. Docteur Pincollet, j'imagine, vous êtes médecin urgentiste. Non, je ne vous ai pas corrigé tout à l'heure, moi je suis généraliste. Généraliste, d'accord. Je participe des services de garde, donc je fais des urgences aussi, enfin des urgences. Le discours de M. Chasles vous parle, j'imagine. Oui, ne serait-ce qu'à cause des rythmes de vie. Les rythmes de vie, les médecins urgentistes fonctionnent beaucoup sur le rythme de 24 heures et donc l'espérance de vie, enfin c'est un peu sévère comme formule, mais le temps pendant lequel un médecin peut consacrer sa vie professionnelle à ce type d'exercice est certainement limité dans le temps. Merci beaucoup Olivier Gel d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, votre documentaire Nuit Blanche sera diffusé sur France 3 Bretagne le 19 octobre. Et puis vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez aider les hôpitaux et les malades. Les établissements ont toujours besoin de donneurs, de dons de sang. On vous explique la marche à suivre. Je donnerais bien mon sang, c'est important. T'as raison, je viens avec toi. Chaque année en France, 1 million de personnes sont soignées grâce au don du sang. C'est dire si le besoin est grand. Pour donner son sang, il faut remplir quelques conditions, comme par exemple être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, ne pas avoir pris d'antibiotiques dans les 7 jours qui précèdent. D'autres critères peuvent être requis. Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, faites le test sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang. Ça prend 2 minutes, vous y trouverez aussi les adresses des lieux proches de chez vous pour donner votre sang. Sur place, prévoir 45 minutes, entretien médical, petite collation et repos compris. Sébastien est un super donneur. J'ai commencé à donner mon sang quand j'étais étudiant, une époque où on n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Ça me permettait de contribuer à potentiellement sauver de très nombreuses vies sans débourser un seul centime, juste un petit peu de mon temps, et encore c'est du temps qui peut être mis à contribution pour faire autre chose. Au début je donnais dans des collectes mobiles, puis rapidement j'ai donné dans des collectes permanentes où on peut donner aussi en plasma et en plaquettes. Et naturellement j'invite tous ceux qui le peuvent à en faire autant. Ça peut sauver, comme je l'ai dit, de très nombreuses vies. Donner son sang, un geste de solidarité à la portée de tous. Vous aussi, aidez à sauver des vies. Julien Robinet, vous êtes responsable de la collecte et de la production à l'établissement français du sang de Bretagne. Alors c'est historique, les réserves n'ont jamais été aussi basses. Est-ce que la situation est critique en Bretagne? Alors la situation est particulièrement tendue. On a connu un niveau de réserve qui n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans ces dernières semaines. Et c'est pour ça que on lance un appel à la mobilisation parce qu'effectivement il est urgent de venir donner son sang. Et donner son sang, c'est vital. Alors j'imagine que la crise sanitaire que nous traversons explique aussi cette situation. Alors oui, nous avons connu une forte mobilisation des donneurs pendant la période de confinement. Les collectes étaient maintenues bien évidemment et ne se sont jamais arrêtées. Actuellement, depuis la rentrée, on connaît une moindre mobilisation des donneurs, en tout cas jusqu'à début septembre, ce qui a progressivement amené à un niveau de réserve particulièrement bas. On peut citer également des collectes d'enseignement qui n'ont pas pu avoir lieu, la mise en place du télétravail dans beaucoup d'entreprises qui font que les collectes en entreprise sont effectivement plus compliquées à mettre en œuvre. Donc un ensemble de facteurs, sachant que les réserves sont toujours un équilibre entre les dons et les produits qui sont
utilisés pour les malades. Et justement, combien de dons sont nécessaires dans la région pour maintenir le cap? Alors 600 dons de sang sont nécessaires tous les jours sur la région pour répondre aux besoins des malades. Au niveau national, c'est 10 000 dons de sang qui sont nécessaires chaque jour. Et comme ça a été dit, environ 1 million de malades sont traités par des produits issus des dons de sang. Donc ce sont des besoins très importants. On estime que dans la population générale, chacun verra pour lui ou pour un de ses proches quelqu'un dont la vie aura été prolongée ou sauvée par des produits sanguins. Donc c'est très important. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut des dons réguliers et constants parce que la durée de vie d'un don est limitée finalement. Oui, alors les besoins sont constants. On parle souvent de produits sanguins dans la situation d'urgence, mais il faut savoir que 75% des besoins sont constitués par des maladies chroniques. Donc ça veut dire des malades qui nécessitent des transfusions régulières. Donc c'est pour ça que les besoins étant constants, il est important également de donner régulièrement tout au long de l'année pour maintenir ce niveau de réserve. Car la durée de vie du sang est limitée à 7 jours, c'est ça si je ne dis pas de bêtises? Alors les différents produits ont des durées de vie limitées. Le plasma, c'est 1 an. Par contre, un globule rouge, ça ne se conserve que 42 jours et des plaquettes que 7 jours. Et on ne peut pas vivre sans plasma, on ne peut pas vivre sans globule rouge et on ne peut pas vivre sans plaquettes. Une dernière petite question, et si on a eu le Covid ou on a été cas contact, sous quelles conditions peut-on donner son sang? Alors il y a un délai de sécurité lorsque l'on a eu des signes et une infection par le Covid. Simplement, il faut attendre 28 jours avant de pouvoir donner son sang. Si on a été sujet contact, il faut attendre 14 jours. Et puis, si on a eu un test positif, simplement sans avoir de signes, par exemple à l'occasion d'un voyage ou des situations diverses, à ce moment-là, il faut attendre également 14 jours. Alors prenez donc 1 heure pour sauver 3 vies, c'est le slogan de l'Établissement français du sang. Est-ce que vous avez des lieux de date de collecte en Bretagne prochainement? Alors, les collectes sont organisées tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire, donc sur nos 6 maisons du don, sur les 6 principales grandes villes de la région. Et puis, tous les jours, des collectes sont organisées, donc des collectes mobiles qui se déplacent sur les différentes communes du territoire, et également sur des structures d'enseignement, des universités, certaines écoles, et puis également sur des entreprises. Donc, il suffit de regarder sur notre site tous les lieux internet. et dates de collecte sont à retrouver sur le site de l'EFS, dont l'adresse va s'afficher à l'écran. Merci beaucoup, Julien Robinet, pour toutes vos infos. Allez, comme chaque jour, place à notre focus emploi. On vous présente ce matin le métier de charpentier. Voici le portrait d'Alain. Celle-là vient là, et il manque celle-là. Là. Il manque la 92. C'est ça? Ouais, c'est bon, c'est bon, ouais, c'est bon ça. Je m'appelle Alain Vasseur, je suis charpentier depuis 1982. Pendant les vacances scolaires, mes parents m'ont mis en usine pour travailler. L'usine m'a déplu, donc je me dis qu'il faut que j'aille dans le bâtiment et j'ai trouvé ma voie. Ça, c'est laquelle? C'est la 10, ça. Tu veux le mettre là-bas, là-haut? Ouais. Ouais. Tu sais que la ferrure, avec le pied, il ne va pas bouger. Hein. Donc nous, en tant que charpentier, on intervient entre la maçonnerie, qui est le gros œuvre, et la couverture, qui est la finition de la toiture. Donc nous, c'est un travail qu'on fait, mais qui ne se voit plus. Une fois que c'est couvert, on ne le voit plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va lever le portique, là. Il faut être calme, parce que si on va trop vite, les accidents, ils arrivent. Donc c'est pas la peine de s'énerver. Il faut réfléchir avant d'intervenir. Stop! Il faut toujours réfléchir à comment on peut concevoir une charpente parfaite. Et donc il y a toujours un challenge à faire à chaque chantier, quoi. Chaque chantier, c'est un nouveau visage. Et on va en mettre juste un là, c'est tout. Là, c'est bon. On n'a pas toujours une charpente à faire à côté de chez soi. Donc le client nous choisit et on va où le client a besoin de nous. Hein. Je suis absent de la maison pendant 15 jours, 3 semaines. C'est la vie, quoi. Oui, ça me plaît, moi, parce que chaque région, on va quelque part, on a toujours quelque chose à apprendre dans une région. Donc on visite aussi en même temps. Ah, bah, arrivé à un âge, oui, on commence un peu à fatiguer, mais le matin, quand je me lève, je suis content d'aller au boulot. On repasse sur les chantiers plusieurs années plus tard, on dit, ah, tiens, ce chantier-là, c'est moi qui l'ai fait. On est toujours un peu fiers de ce truc-là. C'était le métier de charpentier. On en parle avec vous, Anne-Perrine Constantin. Bonjour, vous êtes conseillère Pôle emploi à Lannion. Alors Anne-Perrine, contrairement aux idées reçues, le métier de charpentier est plus varié qu'il n'y paraît.
Oui, tout à fait. Ça ne va pas que du traçage ou de la découpe de pièces et du montage. Il y a aussi la conception de plans, élaborer déterminer le coût de fabrication d'une construction. Il va y avoir tout ce qui est application de produits de traitement, d'étanchéité, etc. Donc c'est assez varié. Et quelles sont les grandes missions de ce spécialiste du bois ? Ça va être donc de concevoir les plans, de découper, d'assembler, de s'assurer du respect des normes et des sécurités, de l'assemblage pour que la structure soit solide. Alors Alain évoquait la condition physique, le travail d'équipe comme qualité, mais il y a d'autres prérequis. Il ne faut pas avoir le vertige, parce qu'on travaille souvent en hauteur. Il faut avoir une bonne condition physique, parce qu'il y a du port de charges lourdes. Et puis le sens des responsabilités, comme je le disais, pour tout ce qui est respect des normes et garantie de sécurité de la structure. Alors pour devenir charpentier, quelles sont les formations que l'on peut suivre ? On peut devenir charpentier sans DAC avec un simple CAP. Après, on peut se spécialiser avec un bac pro, un BTS, et ça peut aller jusqu'à la licence. Licence métier du bois. Et sur toute la Bretagne, il y a environ 120 formations autour du bois qui sont référencées. Et vous pouvez les retrouver sur le site de Pôle emploi, la bonne formation. Autant de formations et autant d'emplois, c'est un secteur qui recrute beaucoup dans notre région. Exactement, il y a près de 960 offres actuellement en cours, donc beaucoup d'offres, pas beaucoup de candidats. Généralement, si les personnes hésitent à sauter le pas pour devenir charpentier, on leur conseille de faire ce qu'on appelle des périodes d'immersion. C'est des petits stages de 15 jours où on suit un charpentier pour découvrir le métier et éventuellement se lancer dans la formation. Et quels sont les salaires dans la profession ? Alors, on débute au SMIC et on peut vite évoluer et ça peut aller jusqu'à 1 800 € net par mois. Et après, ça c'est quand on est employé, on peut souvent aussi se mettre à son compte. Est-ce que vous auriez un dernier conseil, Anne Perrine, pour ceux qui souhaitent postuler et qui nous regardent ? De faire une période d'immersion et de consulter la bonne formation pour trouver le bon métier autour des structures charpente bois ou ossature bois pour voir ce qui est le plus avantageux pour les candidats. Merci beaucoup Anne Perrine Costantin, vous êtes conseillère Pôle emploi à Lannion, d'avoir été avec nous. À la prochaine. Et dans un secteur tel que le BTP qui recrute énormément, n'hésitez pas à lancer des candidatures spontanées. C'est notre conseil du jour et il est signé Arthur Pertigoz. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. La candidature spontanée, est-ce que ça marche ? Oui, 50% des embauches se font sur des candidatures spontanées et très préparées. Il faut les envoyer aux bonnes entreprises, celles qui sont susceptibles d'embaucher, mais aussi à la bonne personne, celle en charge des recrutements. Il faut donc trouver ces informations sur Internet, par vos relations professionnelles, la presse spécialisée ou simplement en contactant l'entreprise. Ne postulez pas pour un job en général, mais pour un poste précis, avec un CV cohérent. Pour trouver l'information, LinkedIn est votre meilleur ami. Le recruteur se replonge dans les candidatures spontanées lorsqu'il a un besoin particulier et souvent urgent. Il doit comprendre tout de suite en quoi vous pouvez lui être utile. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Vitré où l'entreprise Lactalis est présente. L'entreprise recrute 60 à 80 postes par an et c'est là où Evan a fait escale ce matin. Oui, malgré le bruit et une fantaisie, je t'écoute attentivement depuis tout à l'heure, tout en surveillant un petit peu comment fonctionnent ces machines grâce à mes super lunettes bioniques. Non, je rigole. En fait, les vrais pros, ils sont plutôt ici et c'est Kevin. Salut Kevin. Bonjour. Alors, tu travailles dans l'équipe maintenance, il y a plus d'une 60aine de techniciens de maintenance ici. Explique-nous en quoi consiste ton métier. Oui, c'est ça. Donc, en fin de compte, ça consiste à entretenir un parc de machines en faisant de la maintenance curative et préventive. Donc curative, c'est quand les lignes tournent, on intervient sur les machines qui sont en panne. Et la maintenance préventive, donc là, on vient entretenir la machine, donc un contrôle visuel ou mécanique. Et on remplace les pièces qui sont à changer avant qu'elles ne cassent. Alors justement, les machines ici, elles tournent 24 heures sur 24. À quelle fréquence est-ce que vous les arrêtez pour leur faire un check-up complet? Généralement, c'est une fois par semaine. D'accord. Voilà. Et alors, c'est quoi ton parcours professionnel pour faire ce métier? Donc moi, j'ai commencé par un bac STI et ensuite j'ai fini par un BTS électrotechnique. Et alors, tu es arrivé ici il y a combien de temps? Il y a 9 ans que je suis ici. Et tu es originaire? Je vais me mettre des gens à dos dans des plus beaux départements de Bretagne. En Ille-et-Vilaine. Hein? En Ille-et-Vilaine. Ah.
Tous les départements sont beaux en Bretagne, évidemment. Et toi, tu es quand même originaire du Morbihan et tu es venu à Vitré, pourquoi? En fait, c'est un ancien collègue à moi qui était ici. Et pour moi, en fait, il recrutait. Je suis venu, il m'a pistré, quoi. Justement, on va en parler en quelques instants avec Nicolas, le directeur de l'usine, mais j'aimerais, avant qu'on te laisse, que tu nous parles aussi du CQP, le certificat de qualification professionnelle que tu as passé ici. Et comment ça s'est passé? En fait, c'est une belle un petit problème de liaison avec Evan que l'on va retrouver si possible tout à l'heure. Je vous propose de regarder ce sujet à l'école Erdeven de Morbihan. Des élèves ont rendu hommage aux soignants pendant le confinement. Ça a commencé comme un jeu pendant le confinement. Pour garder le contact, les élèves de l'école ont décidé de reprendre la chanson de Jean-Jacques Goldman. De la petite section au CM2, tous ont sorti leurs instruments, leurs déguisements, leurs crayons de couleur. Et tous y ont mis tout leur cœur. Rendez-vous au discours de grande théorie, alors tâche chaque jour, quand même attendre un merci. J'avais tellement envie de leur dire merci à tous les gens qui soignent, les gens qui sont malades. Ils nous aident à nous soigner et à nous aider dans les difficultés. Du haut de leurs 3 pommes, les enfants ont compris l'importance des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, celle des agriculteurs et des caissières. Derrière leur téléphone, quand ils filmaient, les parents ont eu souvent les larmes aux yeux. On est fiers, ils ont tout compris en fait. Ils ont compris qu'il y avait des gens qui aidaient les autres et qu'il fallait respecter ça pendant cette période-là et en dehors de cette période. Il y a encore une maîtresse qui disait tout à l'heure quand elle regardait la vidéo que ça nous met encore quelques frissons et voilà, que ce soit des enfants qui le font le plus spontanément possible, ce genre de message, c'est bien. Oui, c'est important que ce soit des enfants qui disent merci, ça vient du cœur quand ça vient d'eux. Le clip a été posé sur les réseaux sociaux, partagé avec les tatas, les papis. Et puis dans la boîte aux lettres, la maîtresse a trouvé une enveloppe, quelques mots sur une photo. Tous vos petits cœurs sont bien arrivés dans le mien, signé Jean-Jacques Goldman. Il a vu la vidéo, il a vraiment personnalisé la carte. Et oui, du coup, c'est très touchant. Et c'est Jean-Jacques Goldman, quoi. Du coup, c'est super chouette. Alors les enfants continuent de chanter à tue-tête pour que leur merci s'envole vers plein d'autres cœurs. Et veuillez encore nous excuser pour ce problème de liaison. On retrouvera bien évidemment Evan dès demain. Et sachez que l'entreprise Lactalis recrute jusqu'à 80 personnes par an. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.